Bienvenue dans iTalk, ici au cœur du Parlement européen à Bruxelles, l'occasion pour vous de poser vos questions aux décisionnaires de notre continent. Je m'appelle Alex Taylor et je ferai en sorte que vous obteniez des réponses. Notre invitée aujourd'hui, c'est Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, chargée de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté, vaste domaine. Bonjour Madame Reding, merci d'être avec nous. Des questions courtes, des réponses concises, c'est le principe d'iTalk. On écoute tout de suite la première question. Je m'appelle Nena Gorganzi de Grèce. Je voudrais poser une question sur la Charte fondamentale des droits de l'homme. Elle n'accorde pas de compétences particulières à la Commission européenne pour prendre des mesures positives en termes de droits. Madame Reding croit-elle que ce type de mesures positives est nécessaire afin que les droits fondamentaux soient réellement appliqués? Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont que théoriques. La Charte a-t-elle de l'influence ou est-ce que ce ne sont que des idées? Il est beaucoup question d'idées. Je pense que c'est important parce que cela définit les valeurs de l'Europe. Certaines de ces valeurs deviennent des lois nationales, d'autres font l'objet de lois européennes. Quand on parle de la liberté de mouvement des citoyens européens, c'est quelque chose qui figure noir sur blanc dans la Charte et doit être appliqué par l'Europe. Est-ce suffisamment appliqué par les gouvernements nationaux? Ça dépend. Les accords de Schengen, par exemple, doivent être supervisés par l'Union européenne et la Commission, et c'est ce que fait la Commission. Nous allons publier une étude sur les acquis de Schengen afin de renforcer le droit des citoyens à la libre circulation. C'est justement l'objet de la question suivante, on l'écoute tout de suite. Bonjour, c'est Adeniat, je suis de Belgique. J'aimerais poser une question à Madame Reding. Pensez-vous que c'est respecter le droit des citoyens en fermant certaines portions des frontières européennes? Eh bien, c'est un sujet que vous avez déjà évoqué. La France et l'Italie ont commencé à fermer leurs frontières à cause de la crise tunisienne. Je pense qu'il n'y a pas eu de crise tunisienne. On a vu 10 000 Tunisiens se déplacer vers le nord et ça ne ressemble pas à une crise. Ce n'est pas l'avis de la France et de l'Italie qui ont subitement fermé leurs frontières. Oui, ils ont eu tort. J'estime que la fermeture de frontières ne peut se produire que pour des situations très graves et sur la base d'une décision à l'échelle de l'Europe. Comme? Qu'est-ce qui serait très grave? On peut imaginer que des hooligans veulent passer pour un match de football. Ça peut engendrer de graves problèmes de contrôle des frontières. On peut aussi imaginer une épidémie grave qui se propage, nécessitant le contrôle des marchandises, mais certainement pas le fait de voir 10 000 Tunisiens arriver en Europe. Bien, on passe à notre troisième question pour Viviane Reding. Pensez-vous que l'Union européenne puisse jouer un rôle en faveur de la légalisation du mariage homosexuel dans tous ses États membres? Il y a de réelles disparités d'un pays à l'autre. La Grande-Bretagne autorise le mariage gay, pas la France. Les positions diffèrent également selon les pays pour l'adoption. Les homosexuels ne sont pas tous égaux au sein de l'Union européenne. Les lois sur le mariage et la famille et la définition même du mariage et de la famille ne sont pas du ressort de l'Union européenne. Il s'agit très clairement de compétences nationales. Mais pourquoi? Pour ceux qui souffrent de ne pas pouvoir se marier, c'est un problème européen, c'est leur problème. Oui, mais voyez-vous, l'Union européenne ne peut faire que ce qui lui est permis par le traité. Et le traité prévoit que les questions relatives à la famille et au mariage restent dans le domaine des compétences nationales. Et à titre personnel, qu'en pensez-vous? Je n'ai pas apporté de jugement à ce sujet. C'est ce que les 27 ont décidé ensemble avec leur Parlement et c'est ce que je dois faire appliquer. Ok, question suivante. Bonjour, je m'appelle Irina Leone, je suis de nationalité italienne et néerlandaise. Mes parents sont divorcés. Je voudrais savoir quelle loi existe exactement pour les enfants de parents divorcés et de nationalités différentes.
J'ai été assez étonné. Plus d'1 million de cas de divorce dans l'Union concernent des personnes de nationalités différentes. Et les enfants dans tout ça? Il y en aura de plus en plus à cause de la liberté de mouvement et de la liberté de se marier avec qui bon vous semble, sous je ne sais quelles conditions de l'État membre dans lequel vous vous mariez. Mais une fois encore, nous n'avons pas de droit de regard sur la loi sur le mariage ou sur la loi sur le divorce. Ce que j'essaie de faire, c'est de faciliter la liberté de mouvement des individus pour que lorsque des ressortissants de différents États membres veulent divorcer, il soit clairement défini quelles lois s'appliquent et ainsi éviter que le partenaire le plus fort ne se rue au tribunal au préjudice du partenaire le plus faible. Aussi, concernant les enfants, il existe des règles très claires. Ok, Viviane Reding, on écoute la question suivante. Bonjour, je suis José Miguel Garcia, je viens d'Espagne et je voudrais savoir quel type de lois sont mises en œuvre afin de protéger les enfants sur l'Internet. Merci beaucoup. Les enfants doivent-ils être protégés de l'Internet? De toute évidence, c'est parfois le cas, mais il y a aussi la question de la censure. Je pense que les parents devraient savoir davantage ce qu'il se passe sur Internet. C'est pourquoi nous avons développé le programme Internet plus sûr, grâce auquel nous informons les enseignants, les parents, et nous leur permettons d'aider leurs enfants afin qu'ils soient mieux protégés. J'ai également rencontré les responsables des réseaux sociaux pour que l'identité des enfants soit secrète par défaut, afin que les prédateurs ne puissent pas faire de mal aux jeunes enfants. Que répondez-vous aux parents qui disent « mais ce n'est pas ma responsabilité, il devrait y avoir des lois pour protéger les enfants, des lois existent bien pour les protéger d'autres choses ». Il y a des lois pour protéger les enfants, ce qui est illégal l'est aussi sur Internet. Cela n'empêche pas les prédateurs et les criminels de naviguer sur Internet. Donc, les parents doivent aider leurs enfants à être très prudents quand ils utilisent cet outil merveilleux qu'est l'Internet. Mais les criminels aussi utilisent cet outil. Ok, question suivante. Bonjour, je m'appelle Johanna Kluter, je suis allemande et je voudrais savoir ce que fait l'Union européenne pour protéger les données personnelles. Vaste question. Comment protégez-vous nos données personnelles et quel type de données doivent être protégées? Toutes sortes de données personnelles. Nous avons un principe très fort en Europe et qui est également inscrit dans nos traités. Mes données personnelles m'appartiennent. Et vous ne pouvez les utiliser que si je vous donne ces informations et que je vous autorise à les utiliser. Et je peux également reprendre mes données si je ne veux plus que vous les utilisiez. C'est pourquoi nous allons proposer de nouvelles lois sur la protection des données afin de les adapter au nouveau monde de l'Internet, parce que les lois qui existent aujourd'hui s'appliquent au monde d'avant, quand il n'y avait pas l'Internet. Oui, mais vous faites également face aux multinationales, banques et entreprises qui ne respectent pas forcément toutes ces lois européennes parce qu'elles veulent avoir accès à nos données personnelles pour les aider à faire du profit. C'est tout à fait exact. C'est pour cette raison que nous avons des lois très fortes. Une seule phrase suffit pour vous répondre, si vous me permettez. Si une entreprise veut s'adresser aux citoyens, aux consommateurs européens, elle doit se conformer à la loi européenne. Point final. Eh bien, c'est justement le principe d'iTalk. Question courte, réponse concise. On passe maintenant à notre dernière question. Ma question, c'était quand est-ce que les politiques d'asile seront harmonisées dans l'Union européenne? C'est une bonne idée d'avoir les mêmes règles d'asile à travers l'Europe. Il s'agit de droits de l'homme, nous devrions tous appliquer les mêmes droits. Tout à fait. Nous devrions avoir les mêmes règles d'asile et je me réjouis de constater que les jeunes, essentiellement, sont très inquiets face à la gestion très restrictive par les gouvernements des droits d'asile. Le droit d'asile est un droit de l'homme. Si vous êtes en danger dans votre pays d'origine, nous avons le devoir de vous protéger. Mais si vous n'êtes pas en danger, que vous êtes un immigrant clandestin, nous avons aussi la possibilité de vous renvoyer dans votre pays.
Dès lors, c'est très clair pour ceux qui peuvent prétendre à l'asile et c'est très clair pour les immigrés clandestins. Merci beaucoup Viviane Reding, c'est tout pour ce numéro d'iTalk. Pour le prochain rendez-vous, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à Daniel Cohn-Bendit, coprésident des Verts européens, ici au Parlement européen. À bientôt.